INA Podcast. Oui, monsieur. Chacun son poste pour l'appareillage. Vire au cabestan. La radiodiffusion télévision belge, 3e programme, et l'Office de radiodiffusion télévision française France Culture présentent en coproduction Moby Dick d'Herman Melville, adaptation en 15 épisodes de Jean Thibaudot, avec Alain Cuny dans le rôle d'Akab et Jean Levray dans celui d'Ismaël. Les 4 marins, Jean-Roger Cossimon, Gérard Darieux, Gérard Dournel et Julien Guillaumard. Les 3 officiers du PECOD, Starbuck Pierre Assau, Stod Henri Poirier, Flasque Jean Péméja. Les 3 harponneurs, Quickweg Doutasek, Tashtego Medhondo et Dagou James Campbell. Audrey, les huniers, les perroquets. Le prédicateur Robert Murzeau, Monsieur Peleg Géo Valery, Monsieur Bilbade Marcel Lestan, Élie Jean Mauvais. Pipe Mabou Solo, le charpentier Lucien Frégis, le vieux marin de l'île de Man Nicolas Amato, Fedala Boukhada Bouchma. À la manœuvre, Jean Péméja et Hervé Denis. Réalisation René Jantet. L'équipage, Clément Béram, Pierre Decaze, Claude Botéac, Yves Pénaud, Jean Reville, Henri Djanik, Bruno Balpe, Pierre Leproux, Hans Werner, Banton, Jacques Provin, Henri Gilabert, Claude Brosset, Philippe Moreau, Fred Fischer, Hortins Bastos, Léon Spiegelman et Théo Légitimus. Improvisation musicale de Louis Villiers, avec Jacqueline Borot, harpe, Pierre Thibault, trompette, Manuel Récassens, violoncelle, à la percussion Louis Villiers, à l'orgue Olivier Bernard. Musique symphonique de Philippe Besmans, enregistrée dans les studios de la RTB. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Jean-Paul Papeau. Conseiller technique pour la navigation à voile, Armel Dast-Surpont. Encore un coup, c'est pour le retour. Encore un coup, enlève le plus lourd. Encore un coup, c'est le dernier tour. Les gars viront toujours. Encore et après vire, encore et après vire, encore et après vire encore un coup. J'abordais les huniers, les perroquets. Appelez-moi Ismaël. Voilà quelques années, inutile de préciser, quand je n'avais que peu ou pas du tout d'argent dans mon porte-monnaie, et rien de particulier à faire sur la terre, j'eus l'idée et l'envie de naviguer.
et revoir la partie aqueuse de ce monde. C'est un moyen que j'ai de me sortir de ma mélancolie et de régulariser la circulation de mon sang. Chaque fois que je me sens de l'amertume aux lèvres, chaque fois qu'il y a dans mon âme quelque chose comme l'humidité et la petite pluie un peu froide du mois de novembre, chaque fois que je me surprends arrêté et sans savoir comment ni pourquoi à la vitrine d'un magasin des pompes funèbres, ou encore que je me mets machinalement à suivre tous les enterrements que je rencontre. Mais par-dessus tout, quand cet état dont je parle prend tellement le dessus sur moi qu'il me faut recourir aux principes moraux tout à fait les plus énergiques pour m'interdire de descendre dans la rue et envoyer en l'air et de propos délibérés les chapeaux des gens. Alors oui, je comprends. J'ai compris qu'il est grand temps de reprendre la mer, et le plus vite qu'il me sera possible. C'est ce qui me remplace la balle et le pistolet. Dans un beau geste très philosophique, le vieux Caton se passe tout seul au fil de son épée. Moi, plus tranquille, je monte sur un bateau. Mais c'est pas surprenant. Pour peu qu'ils le connaissent, tous les hommes, un jour ou l'autre, ont à l'égard de l'océan nourri plus ou moins des sentiments vraiment pareils aux miens. Faites le tour de la ville, New York, dans l'île de Manhattan, dans votre rêve d'un après-midi de dimanche. Allez de Corlears Hook à County Sleep et puis remontez vers le nord par Whitehall. Que voyez-vous? Tout autour de la ville, comme des sentinelles, des milliers et des milliers d'hommes mortels et silencieux, fixés là, dans leurs songes océaniques. Ils sont appuyés aux pieux qui servent à l'amarrage des navires. Ils sont assis tout au bout des jetées. Ils sont penchés sur les remparts à regarder les bateaux qui viennent de Chine. Et d'autres tout en haut des gréements. On dirait qu'ils veulent avoir sur la mer un point de vue meilleur. Oui, regardez. La foule ne cesse de venir, toujours. Et elle avance droit vers l'eau. On dirait qu'elle va y plonger. Étrange. Rien d'autre ne saurait les satisfaire, on le voit, que l'extrême limite de la terre. Il ne leur suffit pas de flâner là-bas, sous les entrepôts à l'ombre et à l'abri du vent. Non, il faut qu'ils viennent tout près de l'eau, aussi près qu'ils le peuvent, sans tomber dedans. Et ils sont là, sur des kilomètres. Tous, ils viennent de l'intérieur, ils sont venus par toutes les ruelles, rues, allées et avenues du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Mais ici, tous frères. Oh, dites-moi, est-ce la vertu magnétique multipliée des aiguilles de compas de tous ces bateaux qui les amène ici? Ou bien, vous êtes, voulez-vous, à la campagne, là-haut, dans la région des lacs. Et là, suivez au hasard, vraiment, tous les sentiers que vous voudrez qui se présenteront à vous. Et il y a 10 chances contre une pour que ce hasard vous conduise en pente douce jusqu'au bord d'un étang. Parce que c'est magique. Oui, prenez le plus distrait des hommes, perdu dans ses rêveries les plus profondes, et mettez cet homme sur ses pieds, faites-le marcher, et infailliblement, sans même le savoir, il vous mènera jusqu'où il y a de l'eau. S'il y a de l'eau quelque part. Et pourquoi? Pourquoi chaque garçon, ou presque, solide et bien portant, avec en lui une âme solide et bien portante, pourquoi a-t-il un jour ou l'autre le désir fou de prendre la mer? Pourquoi, à votre premier voyage en mer comme passager, avez-vous éprouvé une émotion mystérieuse
quand on vous a appris que vous et votre bateau, vous étiez désormais hors de vue de la terre. Pourquoi les anciens Perses avaient-ils sacralisé la mer? Pourquoi les Grecs lui avaient-ils donné un dieu, Neptune, le frère de Jupiter? Sûrement tout cela a un sens. Et encore plus pleine de sens cette histoire de Narcisse, qui, parce qu'il ne pouvait saisir l'image torturante et douce qu'il voyait dans la fontaine, plongea et se noya. Mais cette même image, nous-mêmes, nous la voyons dans toutes les rivières et dans tous les océans. C'est l'image de l'insaisissable fantôme de la vie. Et c'est la clé de toute chose. Quelle importance. Si un vieux port de capitaine m'ordonne de prendre un balai pour nettoyer le pont, qu'est-ce qu'a à faire cette indignité évaluée, je veux dire, aux balances du Nouveau Testament? Pensez-vous que l'archange Gabriel m'estimera moins du fait que j'aurais obéi avec promptitude et respect au vieux port en cette particulière situation? Qui n'est esclave? Dites-le-moi. Bien. Et quoique le vieux port de capitaine me commande, irait-il jusqu'à me cogner dessus? J'aurai la satisfaction intime de savoir que c'est ainsi que ça se passe. Car d'une façon ou d'une autre, tout le monde finalement est traité de la même façon, et que ce soit physiquement ou méta... Ouais. Et ainsi, l'universel torgnole fait le tour. Frictionnons-nous les uns les autres et soyons contents. Quand je prends la mer, c'est en qualité de simple marin, juste devant le mât. Je loge dans le gaillard d'avant avec au-dessus de moi la tête royale du grand mât. Eh oui, on me commande beaucoup, et j'obéis, et on me fait sauter d'espar en espar, et je saute comme une sauterelle dans une prairie du mois de mai. Et au début, ce genre d'activité est un peu déplaisant. Cela pince votre sens de l'honneur, et d'autant plus quand vous sortez d'une vieille famille depuis longtemps établie sur le nouveau continent. Mais pourquoi, après avoir reniflé tant de fois la mer en marin de la marine marchande, me suis-je mis cette fois dans la tête de m'offrir une chasse à la baleine? L'invisible agent de police des parcs, chargé de ma constante surveillance et de ma filature, et qui m'influence en secret. Lui, mieux que personne pourrait le dire. Sans doute aucun. Mon départ à la chasse à la baleine fait partie du grand programme de la Providence, qui est établi, comme on sait, depuis la nuit des temps. Il est venu là comme une sorte de petit interlude, en solo, parmi des exécutions bien plus vastes. Grande compétition électorale pour la présidence des États-Unis. Chasse à la baleine par un certain Ismaël. Bataille sanglante en Afghanistan. Pourtant, si je ne peux pas dire pourquoi exactement ces directrices de théâtre, les parcs m'ont marqué pour ce rôle malheureux dans un voyage de chasse à la baleine, tandis que d'autres furent inscrits au programme de tragédie sublime, ou bien dans des emplois pas difficiles et pas trop longs, à celui de comédie très élégante ou de farce très drôle. Si je ne peux pas dire exactement pourquoi, cependant je me rappelle toutes les circonstances maintenant. Et je crois qu'en tout ce qui s'est fait, je peux voir un peu les motifs et ressorts par lesquels, sous d'insidieuses apparences diversement maquillées, j'ai été amené à jouer le jeu dans le rôle qui m'était donc imparti. Tandis que je me berçais de l'illusion que c'était là, ni plus ni moins, un choix qui résultait de mon entière liberté et de ma pertinence d'esprit. Premier parmi ces motifs était l'incomparable idée que je me faisais de la grande baleine elle-même. Un tel monstre, maléfique et mystérieux, excitait tout à fait ma curiosité. Et puis, les mers sauvages et lointaines, où il roulait son corps, gros comme une île. Oui, les périls sans nom de la chasse à la baleine.
Cela et l'émerveillement de tous les bruits et de toutes les lumières de la Patagonie. Tout cela orientait et gouvernait mes plus secrets désirs. Pour d'autres hommes, peut-être, ces choses n'auraient pas d'attrait. Mais moi, je suis toujours et depuis toujours tourmenté par une démangeaison sans fin pour ce qui est loin. Et j'aime naviguer sur les océans interdits. Et j'aime débarquer sur les côtes des pays barbares. Je n'ignore pas ce qui est bon et je suis rapide plutôt à percevoir l'horreur, toutes les choses terribles. Mais je peux entretenir des relations avec elles, très bonnes, si elles le veulent bien. Puisqu'il vaut mieux être en bon terme avec ce qui existe dans l'endroit où on est. Oui, pour toutes ces raisons, la pêche à la baleine était la bienvenue. Les grandes écluses du monde des merveilles s'ouvraient. Et au sein des pensées folles qui m'entraînaient vers mon but, là, au plus profond de mon âme, flottaient par couple des processions infinies de baleines. Avec au beau milieu de tout cela, un grand fantôme encapuchonné, pareil à une colline recouverte de neige. Je mis une chemise ou deux dans mon vieux sac de voyage et je le pris sous mon bras. Et je pris mon départ pour le Cap Horn et l'océan Pacifique. Dans la baleine, à l'intérieur, il faisait noir, horriblement. Cité de Manhattan. Et j'arrivais à New Bedford, capitale de l'industrie de la baleine, un samedi soir. C'était un samedi soir en décembre. Je fus fâché en arrivant d'apprendre que le petit caboteur de liaison avec l'île de Nantucket était déjà parti. Car la plupart des jeunes candidats aux souffrances et pénalités de la pêche à la baleine s'arrêtent à New Bedford et c'est là qu'ils s'embarquent pour le très long voyage. Mais je dois dire que pour mon compte, je n'avais pas idée de faire comme la plupart. Dans mon esprit, pour ce que je cherchais, seul pouvait convenir un baleinier de Nantucket. Parce qu'il y avait quelque chose de spécial et d'enthousiasmant dans tout ce qui se rapportait à cette île fameuse et très ancienne. Quelque chose qui me plaisait merveilleusement. Malgré que, pour finir, New Bedford ait monopolisé graduellement le business de la baleine, et que le pauvre vieux Nantucket soit désormais très en arrière, pourtant, Nantucket, c'était l'origine grandiose. Tyr comparé à Carthage. Nantucket, c'est là où fut tirée sur la grève la toute première baleine tuée par des Américains. C'est de là que les baleiniers indigènes, les peaux-rouges, sont partis pour la première fois sur leur canoë chasser le Léviathan. Et c'est de Nantucket, toujours, que le premier sloop s'en est allé à l'aventure. Et la chronique rapporte qu'il était lesté de galets que l'on devait jeter sur les baleines afin de savoir s'ils étaient assez proches pour qu'on risque un harpon à partir du bout dehors de Beaupré. Mais moi, pour le moment, j'avais à chercher de quoi dormir et manger jusqu'au lundi. J'avais une nuit, un jour et encore une nuit à attendre à New Bedford. C'était une nuit louche.
ou plutôt une nuit noire et tout à fait lugubre, d'un froid mordant, sans rien pour être gai. Et je ne connaissais personne. J'avais fait le fond de mes poches et je n'avais pu trouver que quelques pièces d'argent. Sans rien oser, je marchais dans les rues. Je passais devant l'auberge les harpons croisés. Mais ça avait l'air trop bien et trop cher. Pareil avec l'auberge à l'Espadon. Et la neige épaisse était glacée. Et je continuais. Et maintenant, instinctivement, je suivais les rues qui me conduisaient vers l'eau. Parce que là devaient être les auberges les moins chères, sinon les meilleures. Mais que ces rues étaient tristes. Des deux côtés, ce n'étaient plus des maisons, mais de grandes carcasses noires, avec de temps en temps une chandelle vacillante, comme au fond d'une tombe. À cette heure de la nuit, en cette fin de semaine, ce quartier de la ville se révélait presque absolument désert. Mais ensuite, je marchais vers une lumière fumeuse provenant d'un long bâtiment sans étage, dont la porte était hospitalièrement ouverte. Cela avait l'aspect relâché d'un lieu public. Et alors, quand j'entrais, je butais sur une poubelle de cendres. Je me relevai, et entendant quelqu'un qui parlait à voix très haute, je poussai et ouvris une seconde porte. C'était le grand parlement noir du jugement. Et pour me regarder, une centaine de nègres se retournèrent vers moi. Et au fond, un ange noir ponctuait son discours en tapant du poing sur un livre posé sur un pupitre. Le prêche traitait de la noirceur des ténèbres, de la terreur, des larmes et des lamentations des damnés. Sortant de là, j'arrivais enfin à une autre lumière, pas loin des docks. Et entendant au-dessus de moi un grincement désespéré, je levai les yeux. Et je vis au-dessus de la porte une enseigne qui dansait au vent, sur laquelle on avait peint quelque chose de blanc, et qui voulait représenter un grand jet tout droit de vapeur blanche. Et il y avait ces mots, « Au jet de la baleine », avec le nom du propriétaire, qui en anglais signifie cercueil. La lumière était tellement faible, et l'endroit à ce moment-là tellement abandonné. La petite maison de bois, toute délabrée, avait si bien l'air d'avoir été apportée ici d'entre les ruines d'un quartier incendié. Et l'enseigne se balançait dans un grincement qui criait si bien sa misère, que je pensais que c'était l'endroit rêvé pour un logement bon marché, et le meilleur qui fût pour la dégustation d'un mauvais café. J'entrai à l'intérieur de cette mauvaise auberge. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amital, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Cette nuit-là, au jet de la baleine, je dus partager la chambre et le lit d'un cannibale harponneur, et qui rentra très tard, parce qu'il avait essayé de vendre une tête humaine rapportée des îles. Et d'abord, je fus effrayé. Ce sauvage s'appelle Queequeg. Nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. Et le premier matin, on aurait presque dit que j'étais sa femme. Je me réveillais, en somme, dans ses bras. Et en me réveillant ainsi, d'abord, je n'y comprenais rien. Mes impressions étaient bizarres.
Laissez-moi m'expliquer. Oui, quand j'étais enfant, je me rappelle quelque chose de semblable. Et je ne sais toujours pas, je ne saurai jamais si ce fut dans un rêve ou la réalité. Je pense que j'avais essayé de grimper dans la cheminée. Et ma belle-mère me rattrapa par les pieds et m'envoya me coucher. Elle n'arrêtait pas de me fouetter, de m'envoyer au lit. C'était un 21 juin, c'est-à-dire le plus long jour de l'année dans l'hémisphère nord. Et il était bien précisément 2 heures de l'après-midi. J'étais très malheureux. Il y avait du soleil et des voitures dehors, et des voix et des bruits dans toute la maison. Longtemps je restai éveillé, et puis je m'endormis, tout agité de mauvais rêves. Il faisait nuit quand j'ouvris les yeux. Je ne voyais rien, et je n'entendais rien. Et cette surprise, une main surnaturelle était posée sur la mienne. Et la forme, sans nom, inimaginable, silencieuse, ou un fantôme, était assis près de mon lit. Et pendant une éternité, je restais là. J'étais glacé, immobile, sans pouvoir retirer ma main. Et j'ignore la fin de cette histoire. Et aujourd'hui encore, ce souvenir m'effraie. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ici, Alors ils lui dirent dans cette chapelle, des des plaques de marbre ont pour finir recouvert les lieux. À la mémoire de John Talbot, tombé en mer à l'âge de 18 ans, près de l'île de la Désolation, au large de la Patagonie, le 1er novembre 1836. Cette plaque fut érigée en sa mémoire par sa sœur, la mémoire de Robert Lang, Willis Ehlers, Nathan Coleman, Walter Canny, Seth Massey et Samuel Cleage. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et Samuel Cleage. Est-ce qu'il y en a ici dans l'assistance, maintenant, dont les parents ont leur nom gravé sur une plaque, ou même pas? Les veuves, regrets éternels, blessures inguérissables. Oh, vous avez de la chance, vous, de qui les morts reposent sous l'herbe verte, vous qui, debout parmi les fleurs, pouvez dire « ici ». Ici même, vraiment, ici repose celui que j'aime. Ici,
crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Où faut-il compter, mais parmi les vivants, les morts du genre humain? Et pourquoi ce proverbe universel qui dit qu'ils sont sans histoire, quand ils possèdent en vérité tous les secrets du monde? L'autrement. Ce que cela veut dire. Non, celui qui est parti hier dans l'autre monde, ne s'est-il pas plutôt embarqué pour les Indes les plus reculées de ce monde-ci? Pourquoi les compagnies d'assurance-vie versent-elles des primes d'essai à propos d'êtres réputés immortels? En quelle paralysie éternelle et entière! Quel état de catalepsie, évidemment mortel et sans espoir, se trouve aujourd'hui gisant le vieil Adam, mort depuis 60 siècles. Pourquoi n'attendons-nous jamais aucun réconfort de ceux-là qui prétendument demeurent en une béatitude ineffable? Pourquoi les vivants s'efforcent-ils ainsi, comme ils le font, de réduire au silence les morts? Et pourquoi, par quelle aberration, le simple petit bruit d'un coup frappé peut-être de l'intérieur d'une tombe va-t-il terrifier une cité entière? La foi, comme un chacal, se nourrit dans les cimetières, et même, c'est de ses doutes à propos de la mort qu'elle tire ses plus belles espérances de vie. L'enfer est une grande prison, un habitacle de démons, plein de flammes et de fumée. Tous les corps sont entassés dans la puanteur sans clarté, dans la puanteur sans clarté. Toutes les flammes de l'enfer ne donneront pas de lumière. Mon Dieu, pitié pour tes enfants, aujourd'hui et sur l'océan. Mon Dieu, pitié pour tes enfants, aujourd'hui et sur l'océan. L'enfer sans rivage et sans fond, gardé partout par les démons, est un lac de feu déchaîné. Pour la grand-peine des damnés, il brûle les feux ne sont pas Queequeg est le fils, perdu chez les chrétiens, du roi de l'île de Rokovoko, loin dans le Pacifique. Queequeg m'a raconté son histoire. Queequeg avait eu, semble-t-il, l'intention d'apprendre tout ce que nous savons, pour l'enseigner ensuite au sujet de son père, mais il avait été assez vite déçu par notre genre de vie. Il mourrait en païen, me dit-il. Et donc demeuré en lui-même fétichiste idolâtre. Il continua pourtant de vivre au milieu des chrétiens, portant leurs vêtements et s'efforçant de parler leur dialecte. Discrètement, je lui demandai s'il n'avait pas l'intention de retourner un jour à Rokovoko et s'y faire couronner, puisqu'il devait bien penser que son père maintenant était mort et parti pour le paradis sur le canoë rituel,
car aux dernières nouvelles qu'il avait pu en avoir, il était déjà très âgé et très faible. Il me répondit que non. Il ajouta qu'il craignait que la chrétienté, ou plus précisément les chrétiens, ne l'eussent rendu indigne de succéder à 30 rois païens. Mais, à force, il me dit qu'il voulait pourtant retourner là-bas, dès qu'il se sentirait en somme rebaptisé selon sa foi. En attendant, il naviguerait encore, semant sur les 4 océans ce qu'il avait, hélas, récolté. On avait fait de lui un harponneur, et ce fer dentelé lui tenait lieu provisoirement de sceptre. Nous décidâmes de partir ensemble pour cette chasse à la baleine. Nous quittâmes New Bedford. Et maintenant, nos places payées et nos bagages en sûreté. Nous sommes en route pour Nantucket. Les voiles déployées, nous descendons à Cushnut River. De ce côté, la ville de New Bedford s'élève en gradin. Et dans les rues, les arbres nus couverts de givre scintillent sous la lumière froide de ce jour. Sur les quais, ce sont des collines et des montagnes de tonneaux empilés les uns sur les autres. Les baleiniers qui font le tour du monde sont ici amarrés, flanc contre flanc, dans le silence et la sécurité. Sur cela, les grands coups de marteau des charpentiers et des tonneliers tapent et résonnent dans le ronflement des feux où se fond le goudron, parce qu'on se prépare à repartir. Et puis, en mer, le vent vivifiant fraîchit. Et comme je respire. Et voilà. À Nantucket, selon le vœu de Yojo, idole de bois noir qui est le dieu de Queequeg, son conseiller intime et son ange gardien. C'est moi, obéissant, qui ai choisi dans mon inexpérience le baleinier de notre aventure. Il s'appelle le Pequod, du nom d'une tribu indienne de l'État de Massachusetts, tout à fait disparu. Matelot, mon bel ami, quand on l'a promis. Matelot, vas-y gaiement, rage et rage, les gars sous tes rages. Matelot, vas-y gaiement, quand ça va entre tes dents. Pendant 15 jours de joie, rage et rage, les gars sous tes rages. Pendant 15 jours de joie, on s'est saoulés comme des rois. Matelot, vas-y gaiement, rage et rage, les gars sous tes rages. Matelot, vas-y gaiement, quand ça va entre tes dents. Moby Dick, d'Herman Melville, adaptation de Jean Thibaudot, avec Jean Levray dans le rôle d'Ismaël et Robert Murzeau dans celui du prédicateur. Réalisation René Jantet, conseiller technique pour la navigation à voile, Armel d'Ast-Surcouf. Bruitage Louis Amiel. Chef opérateur du son Jean-Just Fogg. Collaboration technique Yann Parentoen. Assistant de production Jean-Paul Papeau. C'est comme la mort, rage et rage, les gars sous tes rages. Mais les filles, c'est comme la mort, les routes sud au nord. Matelot, C'était le premier épisode. Matelot, vas-y gaiement, quand ça va entre tes dents. C'est pour ça que nous les reverrons